arrête qui sera ce matin indispensable parce qu'avec Trump, on ne sait plus comment réagir à tout ce qu'il peut dire. Mais d'abord, je voudrais saluer Rodolphe Belmer, notre nouvel ami, le PDG de France, de TF1, le PDG de TF1, l'homme qui dit « Nous ne cherchons pas à façonner l'opinion ». J'invite Rodolphe Belmer à regarder ses chaînes, les chaînes du groupe Bouygues, puisque hier soir, Quotidien s'en est pris à Bruno Retailleau, à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, à Rachida Dati, quand Lou s'en est pris à Laurent Wauquiez, à votre serviteur, à Zemmour, à Dati, pas un mot, monsieur Belmer, sur la France Insoumise, pas un mot sur le Parti Socialiste, pas un mot sur Europe Écologie Le Vert. Rodolphe Belmer, TF1 Bouygues ne cherche pas à façonner l'opinion. C'est bien. Et puis, si Martin Bouygues pouvait regarder aussi sa télévision de temps en temps et savoir ce qui se dit, ça serait aussi intéressant. Parce que ce qui se passe sur le groupe TF1 est sidérant. Voilà. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui le wokisme, le gauchisme et les têtes de Turcs qui sont matin, midi et soir les mêmes. Éric Nolot. Je pense qu'ils le croient sincèrement. Ces gens-là ne pensent pas qu'ils façonnent l'opinion, ils pensent qu'ils disent la vérité. Donc pour eux, c'est pas un travail de propagande. Ils sont au service de la vérité et du bien. Et pourquoi vous venez contester la vérité et le bien le lendemain matin? Mais quand Lou a toujours les mêmes têtes de Turcs, manifestement, moi je le regarde jamais, parce que je suis à l'antenne à ce moment-là, on m'en parle bien souvent. Et puis, effectivement, voilà, c'était la déclaration de Rodolphe Belmer et du groupe Bouygues. Que l'on salue, bien évidemment, le groupe Bouygues. Bon, Trump, il y a des choses quand même plus importantes. Et je me tourne vers vous. Ce qu'il dit est sidérant. Là, les Européens doivent donner le Groenland, on va l'écouter. Je ne veux pas dire que chaque jour, il monte en gamme, ou il monte d'un cran, plus exactement. Il monte d'un cran plus qu'il monte en gamme. Mais ça va poser un problème, forcément, parce que... Il ne recule jamais devant la surenchère. Alors, exactement. Vous l'avez mieux dit que moi. Écoutons ce qu'a dit Trump. Alors, en plus, moi, la manière dont il parle maintenant, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il est sans filtre. C'est-à-dire qu'il est dans son avion, il est au bas de l'avion. Voilà. Non, mais tous les jours... Mais on l'écoute d'abord s'il n'existait pas, il aurait été inventé par les chaînes d'information continue. Oui, vous avez... On préfère une minute tous les matins. Mais montons ce spectacle. Mais on n'en fait pas une minute, on en fait une demi-heure tous les matins. Écoutez Donald Trump. Écoutez Donald Trump. Je ne pense pas qu'ils vont trop résister. Écoutez, nous devons l'avoir. Ils doivent le faire, ils ne peuvent pas le protéger. Les Danois sont des gens formidables et je connais leurs dirigeants. Ce sont des gens très bien. Mais ils ne vont même pas là-bas. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'un bateau s'y est rendu il y a 500 ans et en est reparti que cela vous donne un droit de propriété. Nous allons donc en discuter avec différentes personnes. Nous avons remporté un énorme succès. Et j'ai, vous le savez, fait plus pour l'OTAN que quiconque. Je ne pense pas que l'OTAN existerait aujourd'hui sans moi. Je les ai convaincus de payer 5% au lieu de 2%. J'ai fait bien plus que n'importe quel autre président américain pour l'OTAN. Nous verrons comment cela se passe. Mais le Groenland est très important. Ça, c'est le premier passage. Bon, le deuxième passage, qui est très fort également, il répond à Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron, il a été invité au Conseil de paix par Donald Trump, et Donald Trump a également invité Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron a dit... Et 60 autres dirigeants du monde. Et Emmanuel Macron a dit, si Vladimir Poutine est présent, je ne viendrai pas. Non, mais il a dit qu'il n'irait pas. Voilà. D'abord, il n'a peut-être pas $1 milliard à dépenser pour être membre permanent, parce que c'est le prix, le ticket, en cash. Hein, ça n'existait pas, ce Conseil de paix. Ah non, non, c'est créé. C'est une sorte d'ONU bis. Voilà, ça pourrait devenir une sorte d'ONU bis, et c'est le prétexte qui a été avancé d'ailleurs par les Français pour récuser l'invitation. C'est-à-dire qu'on n'ira pas, mais on est les premiers à dire qu'on n'ira pas. Peut-être que de se porter ainsi... Vouloir à tout prix être à la tête de la résistance, c'était une façon de tirer sur soi des représailles. On connaît la psychologie du personnage, quand même. La psychologie de qui? De Donald Trump. À partir du moment où vous le défiez, il faut vous attendre à recevoir de sa part une paire de claques. Je crois que vous parlez de la psychologie. C'est le champagne. C'est 200% de taxes sur le champagne. C'est ce matin. C'est le prix à payer. On ne paiera pas $1 milliard pour être membre du Conseil. Non, mais on a raison ou pas? De ne pas y aller? Est-ce qu'on va... Oui. Mais j'y crois pas du tout. C'est-à-dire? Je crois que ça va s'effondrer. Je crois que comme la plupart des choses que fait Trump, ça va se perdre dans le marais. Vous avez remarqué, le Venezuela... Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Au Venezuela, il est en panne. Attendez, en Iran, il est en impasse. Vincent,
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous? Est-ce que la position d'Emmanuel Macron est bonne ou pas? Sur le Conseil de paix? Oui. À moi, à titre personnel, je pense que ce n'était pas une bonne idée de se mettre en avant, qu'on pouvait laisser passer. Attendez donc que laisser venir les Nord-Coréens et laisser sortir les Canadiens. Et puis une fois que tout le monde aura pris sa décision, à ce moment-là, on pourra dire que nous non plus, on a d'autres choses à faire que d'aller au Conseil de paix. On tient assez à ce que l'ONU perdure. Parce que c'est impossible à réformer, ça marche très mal, mais ça peut rendre service. Alors écoutons la réponse de Donald Trump, puisque la question donc a été posée, et Emmanuel Macron a dit je n'irai pas à ce Conseil de paix, et écoutez ce qu'a dit Trump toujours à la descente de l'avion. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Personne ne veut de lui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le pouvoir. Mais c'est pas grave. S'ils deviennent hostiles, je leur mets une surtaxe douanière de 200% sur ses vins et son champagne. Et là, il adhérera. Mais il n'a pas vraiment besoin d'adhérer. Et s'il a vraiment dit ça, enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le présentez. Mais il aura quitté le pouvoir dans quelques mois. Alors, deux choses. D'abord, Vincent Herouet. Cette idée de surtaxer le champagne et le vin français, c'est une idée. Ça qui est marrant avec Trump, c'est qu'il revient sur des choses qu'il a déjà dites en mars dernier, avant le printemps. Il avait déjà affolé les viticulteurs français en sortant ces idées de surtaxe de 200% sur le champagne et le vin. Et puis finalement, il y avait renoncé. Ça avait été une bonne idée qu'il y renonce, hein, parce qu'on exporte quand même 30 millions de bouteilles de champagne et que c'est un secteur qui est florissant mais fragile. La deuxième chose, donc c'est une vieille idée, donc il recycle régulièrement, il revient sur ce qu'il a déjà dit, donc il faut quand même écouter un peu ce qu'il raconte. La deuxième chose, c'est que le Conseil de paix, il a raison de dire que Emmanuel Macron va disparaître à terme, mais lui aussi, je veux dire, il y aura les élections de mi-terme en novembre et il a toutes les chances de perdre sa majorité. Il sera, à partir de ce moment-là, un canard boiteux. Il ne pourra plus agir comme s'il était le maître du monde, ce qu'il fait en ce moment. C'est délirant. En 2025, il courait après un prix Nobel qu'on lui a refusé, qu'il n'avait aucune chance d'obtenir d'ailleurs. En 2026, il est délirant. Il est parti en croisade donc à Caracas, puis il a tout laissé en plan. Une fois que la CIA a renversé... avec ses créatures, le Maduro. Après, en Iran, il a dit allez-y, allez-y, la cavalerie va arriver, et puis finalement, il a tout laissé en plan, parce qu'on ne pendait pas tout de suite les manifestants qui avaient été arrêtés. En Ukraine, on est au point mort. Au Groenland, on est dans une espèce d'affrontement absurde. Et qui est absurde, ça qui est extraordinaire, c'est que ça n'a aucun sens ce qui se passe au Groenland. Évidemment que les Américains ont des intérêts stratégiques et que c'est un enjeu important et qu'il va falloir trouver un accommodement. Regardez, vous avez vu sans doute les caricatures qu'il a postées sur son compte social. Alors évidemment sur son réseau social, je le dis pour nos amis d'Europe 1, la première caricature que vous voyez, c'est une caricature, une photo d'ailleurs, c'est pas une caricature, c'est sur le réseau social de Trump. Donc on voit Trump avec un drapeau américain, ça me fait sourire mais c'est pas drôle du tout, Greenland, US Territory à partir de 2026. En dessous, vous avez une autre photo qu'il a postée, on le voit dans le bureau ovale de la Maison Blanche, en train de donner la leçon. Mais ça c'est une photo réelle. Ça, bien sûr que c'est une photo réelle, mais moi j'avais pas compris qu'Emmanuel Macron se mette dans cette position. Elle est terrible. C'est l'arrière-plan, c'est la carte du monde où on voit les États-Unis avec le drapeau américain, le Canada drapeau américain et le Groenland drapeau américain. Voilà. Bon, et donc je ne comprenais pas qu'Emmanuel Macron se plie à ça. Et puis, il a publié, ça ce qui est extravagant, c'est délirant ce qu'a fait Trump. Il a publié visiblement un texto que lui a envoyé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit « Mon ami, nous sommes parfaitement d'accord sur la Syrie ». C'est Emmanuel Macron qui envoie un texto à Donald Trump. Donald Trump le publie. « Mon ami, nous sommes parfaitement d'accord sur la Syrie. Nous pouvons accomplir de grandes choses concernant l'Iran. Je ne comprends pas ce que tu fais à propos du Groenland. » Mais t'as l'impression, les rapports diplomatiques, ça fait peur parfois. Je comprends pas vraiment ce que tu fais à propos du Groenland. Bon, essayons de construire de grandes choses. Je peux organiser une réunion du G7 après Davos, à Paris, jeudi. Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge. Dînons à Paris ensemble jeudi, avant ton retour aux USA. Emmanuel. Et l'Élysée a confirmé la véracité de ce message. C'est sidérant. Sans parler de la méthode, c'est quand même une annonce majeure, je parle sous le contrôle de Vincent. Oui. Un G7 dans lequel les Russes seraient invités, même à la marge, c'est jamais arrivé depuis 4 ans.
Non, ça veut dire qu'on l'apprend par un texto. C'est un aveu. Une capture d'écran de Donald Trump. Et c'est Trump. Mais en fait, quand je dis c'est délirant, tu ne publies pas a priori un texto que t'envoies un chef d'État. Tu ne l'envoies pas non plus. Comment ? Connaissant Trump, tu ne l'envoies pas non plus. Ça me paraît être du bon sens. C'est ce que vraiment Vincent Hervouet a rappelé très justement. Joseph Massescaron. Pardonnez-moi. Ils ont raison tous les deux. Oui, c'est pas possible. Mais non, on ne publie pas ça. On n'envoie pas ça. Pardonnez-moi. Un président ne devrait pas parler comme ça et un président ne devrait pas envoyer ça, c'est ce que vous dites. Mais la réalité... Ah oui, non, mais c'est de la nitroglycérine, vous faites très attention, il est en train de dynamiter tout l'ordre international, vous faites attention à ce que vous faites. Enfin, ça va il y a vraiment intérêt, alors là, à soigner la relation personnelle, à être d'une prudence de sioux. La réalité, c'est que Donald Trump est en pleine dérive libérale, autocratique, mégalomane, que maintenant il a déclaré que sa seule limite, c'était sa propre moralité. Oui. C'est-à-dire qu'il a la même vision du monde qu'un enfant de 5 ans. Donc il faut procéder comme avec un enfant de 5 ans, lui réapprendre les limites d'une manière ou d'une autre. Écoutez, là, il est dans un... Non, mais il est dans un... Comment ? Écoutez, déjà un peu de fermeté, parce que j'entends beaucoup de défaitisme. Ah, on peut rien faire. C'est vous qui dites ça. Oui. Non. Donc, non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de défaitisme en disant, de toute façon, on peut rien faire. C'est comme ça, la loi du plus fort. Juste, je termine. Les mêmes qui se félicitaient il y a encore très peu de temps que le droit international soit remplacé par la loi de la jungle, on les entend un peu moins parce que la loi de la jungle, maintenant, on y est. Et nous sommes au milieu de la jungle. Non, c'est la loi du plus fort. Et on est loin d'être parmi les plus forts. C'est la même chose. C'est un peu gênant. Mais regardez, faire le dos rond n'est pas une mauvaise politique. Donald Trump a commencé l'an dernier, était obsédé par l'idée de faire du Canada le 51e État. On n'en parle plus du tout. Les Canadiens ont bien joué. Ils restent les voisins des Américains, mais ils ne parlent plus du tout d'être annexés. Donc ça a été assez... Il faudra regarder comment ils se sont... Comment est-ce qu'ils se sont débrouillés ? Eh bien, ils ont fait effectivement une sorte de dos rond. Ils ont été fermes dans leurs déclarations et après, ils ont évité de provoquer, de tirer les moustaches du tigre. Donc, sortir le bazooka, comme l'a fait Emmanuel Macron, il y a combien de temps ? Il y a la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, en disant on va taxer donc, si jamais les Américains passent à l'acte au Groenland, eh bien, on va faire une sorte de divorce économique. On va, l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, on va s'en servir. C'est se mettre en première ligne, on est d'accord ? C'est être une forme de courage. Coalition des volontaires contre Donald Trump. C'est être le champion de la résistance. Moi, j'y vois du courage. Charlotte, qui n'a pas parlé. Mais non, mais la question du courage, elle se pose sur le terrain du réalisme. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire par rapport à ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron ? Donc on tombe rapidement dans ce que dit Vincent, c'est la témérité plus que du courage. Est-ce que vous voulez que les Américains continuent d'armer les Ukrainiens ou est-ce que finalement, après nous avoir cassé les pieds pendant 3 ans avec cette guerre qui était l'urgence et la priorité, toutes les priorités stratégiques, on s'en fout désormais? Est-ce que oui ou non, ça compte toujours? Est-ce que les arpents de neige qui se trouvent totalement inhabités au sommet au Groenland ont un intérêt stratégique qu'on ne peut pas laisser simplement au Danemark qui est désarmé? Il y a des gens au Groenland. Éric Nolot. Écoutez, moi je veux bien. Le Groenland, c'est pas une terre vierge. Il y a une civilisation inuite. Enfin, on peut considérer que c'est rien. Moi, je la respecte. Vous avez raison. Je la respecte. Non, mais je trouve que ces gens sont respectables. Pendant des jours et des jours, à juste titre, nous avons défendu ici les paysans français au nom d'un enjeu civilisationnel. Excusez-moi, il y a un autre enjeu civilisationnel. Mais je suis d'accord avec vous. Et en plus, ces gens ont exprimé le souhait de ne pas appartenir aux États-Unis. Ils disent entre le Danemark et les États-Unis, on préfère le Danemark. Non, on préfère le Danemark. Convenons quand même que référendum et on en reparle. Un peu de respect. Convenons quand même que Donald Trump, qui publie un message privé qu'il dit avoir reçu d'Emmanuel Macron, il ne respecte aucune règle. Oui. Il a dynamité quand même que c'est seulement les préséances, tout ça est complètement fou. Après, on peut dire qu'Emmanuel Macron a filmé un entretien avec Vladimir Poutine, c'était pas non plus très approprié. Exact, c'est vrai. Oui, sans doute. On l'a payé cher. Sans doute Thomas Bonnet. Vous voulez qu'on écoute Scott Bessent? Je ne sais pas si je le dis bien, il est secrétaire du Trésor américain. Donc écoutons ce qu'il a dit sur la situation. Scott Bessent. Le président Trump voit le Groenland comme un actif stratégique pour les États-Unis. Nous n'allons pas sous-traiter à quelqu'un d'autre la sécurité dans notre hémisphère. Je pense que ce serait très mal avisé. Oui, mais il est quand même Trump. Je disais hier, il voit ça comme un agent immobilier qui voit tout d'un coup un espace et qui dit c'est à moi. Donc ça se passe pas comme ça quand même, les relations internationales. Non, ça se passe pas comme ça, mais vous avez bien conscience. Oui, par contre. Comment? Mais l'histoire de l'humanité, oui, par contre.
Oui, l'histoire de l'humanité, oui, mais bon... Non, mais ça a plein d'aspects. Ce que j'adore, c'est lorsque Trump parle de bateaux arrivant il y a 500 ans au Groenland, et c'est pas cette région, on peut renvoyer, les Amérindiens peuvent renvoyer cet argument aux États-Unis. Thomas Bonnet. Vous permettez un commentaire de politique française. Au rythme où vont les choses, Donald Trump va être le déterminant majeur de l'élection présidentielle. Et en fait, tout le monde va devoir se positionner par rapport à Donald Trump. Et vous allez voir que ça va être l'élément fédérateur. D'ailleurs, l'argument moral est en train de se construire petit à petit pour le camp central, qui va dire tous les autres que nous ne sont pas à même de dealer avec Donald Trump. Et ça, vous allez voir que ça va être l'argument majeur. Il y a deux choses qui sont déterminantes désormais dans le débat politique, c'est de se déterminer par rapport à CNews et par rapport à Trump. Voilà, c'est ça. On a détrôné Trump, on a détrôné Poutine. Ça, c'est très très important parce que chacun donne son avis en fonction de réussite. Pourquoi pas. Bon, le budget, le Cornu, moi je suis effrayé. Comment dire effrayé? Je trouve ça tellement triste. C'est-à-dire qu'on est le pays, nous sommes d'accord, Thomas Bonnet, le plus prélevé en taxes, le prélèvement obligatoire le plus élevé. Ça fait 40 ans qu'il y a plus de dépenses publiques, plus d'impôts. La CSG, c'est un bon exemple. La CSG, elle avait été inventée par Michel Rocard. Au départ, c'était 1%. La CSG, c'est sur votre salaire. Oui. C'est un impôt sur le revenu. C'est 10% de votre salaire qui partent dans les caisses de l'État pour les dépenser n'importe comment dans 9 cas sur 10 ou le redistribuer n'importe comment également. Eh bien, la seule chose, le PS qui représente rien dans ce pays, qui sourit d'ailleurs, ils sont contents comme tout, les Gage, les Valo, les Faure, ils étaient morts. Politiquement, et voilà. C'est eux qui déterminent maintenant 49-3 ou pas 49-3. Exactement. Et vous avez les Républicains. Alors ça, les Républicains, c'est fabuleux. Les Républicains qui se sont, je ne sais pas si on doit dire démolis, déconstruits, perdus, etc. Avec Laurent Wauquiez qui fait mine. J'ai l'impression de dire, je vais quand même regarder le budget. Tout le monde sait qu'il votera pas la censure. Mais bon, il induit cette petite idée, genre je suis pas complètement satisfait. Quel spectacle. Oui. Quel spectacle, au moins, et des convictions, si tu as des convictions libérales, mais mets-les en place. En fait, vous savez, on l'a dit 1000 fois, mais la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas retourner aux urnes. Oui. Une grande partie des députés LR ont été élus avec les voix du bloc central, qu'un retour aux urnes, c'est périlleux. Moi, je pense qu'ils le paieront, à la fois les socialistes et les LR. Et les chefs quand l'élection présidentielle arrivera, on va leur rappeler qu'ils ont comment ils peuvent aller devant le MEDEF ou devant les chefs d'entreprise ? C'est les entreprises qui vont payer. On fait la poche des entreprises. Enfin, c'est la seule chose dans ce pays que savent faire les socialistes depuis 80, c'est augmenter les impôts. Les socialistes, c'est pas que. Parce que la taxe sur les entreprises, c'est une idée temporaire de Michel Barnier, qui n'est pas issu des rangs socialistes. Hein. Mais enfin, c'est incroyable quand même. Je veux dire, qu'est-ce qu'il leur faut? Ce pays ne marche pas, crève sur les impôts et les taxes. C'est la seule chose que savent faire les PS. Et hier, il y avait cette ONG Oxfam qui faisait le tour du service public pour dire il y a plus de milliardaires. C'est le marronnier du mois de janvier. Mais non, mais vraiment, ce pays va mal. Je veux dire, rapport à Oxfam tous les mois de janvier. Et Oxfam qui a le droit à France Inter, qui est un truc évidemment avec Cécile Duflot qui ressort de son... tout ça est minable, mais vraiment, mais à un niveau... Mais on voit ce qui se passe. Il faut encourager l'entreprise. Il n'y a qu'eux qui créent de la valeur. Il faut les encourager. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, un enfant de 5 ans comprendrait ça. Mais Sébastien Lecornu, comme Laurent Wauquiez, disent mais finalement, l'impôt sur les personnes n'a pas augmenté. Sauf que l'impôt sur les... C'est faux d'ailleurs. Pardonnez-moi, ce qui est faux, parce qu'il y a CSG sur le plan d'épargne et sur l'assurance. C'est faux aussi, parce qu'à partir du moment où vous augmentez l'impôt sur les entreprises, évidemment, c'est les emplois, évidemment, c'est les Français qui vont payer. Et vraiment... Monsieur Lecornu, il vient de l'UMP. Oui. Mais ils ont la colonne vertébrale d'une coquille Saint-Jacques. Il n'y en a pas un qui a une colonne vertébrale. En fait, le contenu du budget les importe peu parce que la seule chose qui les importe, c'est de rester à leur poste et qui est la fameuse stabilité, parce que c'est le mot qui nous sert tous les jours. C'est la seule chose qui compte. Le contenu du budget, c'est secondaire. Alors voyons le sujet. C'est-à-dire que tout le monde, enfin les chefs d'entreprise de plus en plus fuient la France, mais l'important, c'est que les députés, eux, restent en place. Bien sûr. C'est ça qui est important. Et vous avez effectivement, les gens sont dégoûtés. Les chefs d'entreprise, effectivement, il y en a beaucoup qui parlent. Mais ils s'en foutent. Hein. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Et Emmanuel Macron, vous savez, le prochain poste d'Emmanuel Macron, c'est Van der Leyen. C'est fait. C'est-à-dire que c'est son objectif aujourd'hui. Et quand il sera à la tête de l'Europe, croyez-moi, ça va être assez dur pour la France. Parce que c'est son objectif
Désormais. Évidemment. Oui. De remplacer Madame von der Leyen. Il a vraiment un petit côté Giscard, en fait. Valéry Giscard d'Estaing avait cette ambition. Mais non, mais Giscard, c'était pas une aventure personnelle. Non, mais Valéry Giscard d'Estaing trouvait que la France était un peu étroite, un peu exiguë pour son talent. Un peu exiguë pour son talent et pour son destin. Je crains que le président aussi, mais c'est pas fait. Vous savez qu'il prenne la place de... von der Leyen, il vise, visiblement, vous êtes au courant. Oui, c'est une... Tout Paris bruise de cela. Ah bon, c'est un projet, même ancien, une ambition qu'il a caressée il y a longtemps. Mais c'est pas fait. Au commissaire, alors si c'est pas fait, écoutez, voilà, il est 9h22, je voulais vous montrer, mais je suis désespéré, je voulais vous montrer le sujet de Michael Dos Santos, mais on va marquer une pause publicitaire. Oui. Ça ne vous ennuie pas, Vincent Hervouette? C'est quoi le livre? Vous êtes jeudi avec un livre là. D'habitude, vous avez le grand cahier. C'est quoi vos livres? C'est un petit cahier. Farah Pahlavi. Très bien. Très bien. Elle est remarquable. Elle est remarquable. Elle a lancé un appel à l'armée. Très bien. Iranienne pour nous écraser. La Chabadou, qui vit à Paris. Elle vit dans le 7e arrondissement. La salue, elle nous écoute. Quai d'Orsay. À tout de suite. Il y a quelqu'un de bien au Quai d'Orsay. À tout de suite.